Bonjour officiellement à tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire ou séminaire web, séminaire en ligne organisé par la chaire de recherche Diamant de l'UQAM, chaire de recherche en design pour la cybersanté mentale. So welcome to this webinar organized by the research chair Diamant. Je parle un peu en anglais pendant la première moitié du séminaire pour permettre à Sarah Colombo de nous suivre, puisqu'elle est basée à Boston et parle déjà italien et anglais. So I'm speaking a bit in English for Sarah, who is joining us from Boston. She can speak Italian and English. So this is why I'm speaking a bit in English at some moments. Oui, alors merci Louise. Louise a partagé le lien vers le formulaire et également le lien vers les réponses au formulaire, c'est-à-dire la liste des participants. Donc, vous pouvez voir que nous sommes un certain nombre. Je vais partager mon écran pour l'afficher. OK. Donc maintenant, je vais partager mon écran. Vous allez voir principalement mes diapos. Peut-être vous allez me voir aussi en même temps. So now I'm going to share my screen. So you're going to see my slides. I'm going to introduce a little bit the webinar, and you may be able also to continue seeing my face, but that's not so important. C'est pas si important si vous ne me voyez pas. Louise, tu me confirmeras si on me voit également dès que j'ai partagé mon écran. OK, alors, là, en principe, vous devez voir mes diapos qui sont en train de se charger et qui devraient arriver dans un instant. Je vois beaucoup de vidéos. Oui, alors, Louise, est-ce que tu peux me dire maintenant si on voit mes diapos? Parfait. Est-ce qu'on me voit également? Excellent. Et est-ce que on voit mes diapos intégralement ou est-ce qu'elles sont masquées par des petites fenêtres reliées à Zoom? Parce que moi, on voit intégralement? Non, on voit quelques visages de la vidéo peut-être. Est-ce Oui, qu'on c'est te ça, voit? on voit que tu es sur la droite dans une petite vignette et à côté, on voit en grand écran tes slides. OK, je vois. Parfait. Alors, merci Louise. Donc, je vais essayer de réduire tout cela pour que ce soit plus confort. Donc là, Louise, j'ai que ta voix pour me guider. Est-ce que là, on voit bien mes diapos en entier? Si tu m'entends, Louise, il faut me répondre avec ta voix parce que je ne vois rien d'autre. Ça dépend lesquels. En fait, c'est sur la colonne de droite qu'il y a les petites icônes avec les visages et donc il y a certaines de tes diapos qui vont être un peu cachées, mais c'est pas trop OK, je gênant. vois. OK, alors je précise, je viens de comprendre que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de vous parce que je viens de le Oui. faire chez moi. So if you can see a few elements of Zoom interface under my slides, it's because of your configuration. So you can move them or minimize them. So voilà, donc je vous laisse contrôler comment vous pouvez mieux voir mes diapos puisque je n'ai pas le pouvoir en fait de, semble-t-il, je n'ai pas le pouvoir de contrôler complètement la fenêtre. Donc je vous laisserai voir ça. Bien, alors, moi je vais faire comme ça, je vais tout déplacer. Je cherche encore une petite astuce pour que ce soit encore plus simple. Okay, I'm just trying to do a last try with my slides. Je fais un dernier petit essai sur mon partage d'écran, veuillez m'excuser. Ça devrait être rapide, c'est pour que vous voyez vraiment bien les diapos. Ok, je vais y aller comme ça. I'm going to start like this. Ok, alors si vous avez à peu près réussi à régler votre écran, normalement vous devez voir à peu près correctement mes diapos. Est-ce que de ton côté, Louise, ça va? On va dire qu'il sera mon
mon témoin. Il faut juste que tu me répondes en audio. Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Alors, je commence l'introduction de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sarah Colombo et d'intervenir moi-même sur le thème « Prendre soin à distance ». Donc, nous sommes connectés en même temps avec des personnes en Europe, heure de Paris 18h, et ici à Montréal 13h. Nous sommes en ce moment même donc 88 personnes connectées. Alors, j'avance mes diapos. Ici, je vous montre donc le déroulement rapidement. Louise, tu peux juste me dire un mot pour me dire si ça marche, si mes diapos avancent bien quand je les ai fait défiler, puis après j'arrête de t'interroger, je continue en Oui, c'est solo. bon. Tout est bon. Parfait, merci. Donc, quelques petits préalables que je viens de faire en grande partie pour vous rappeler de ne pas activer votre micro, sauf si on vous invite à prendre la parole, parce que sinon ça peut être un peu le désordre au niveau sonore. De ne pas hésiter à poser des questions pendant les présentations dans la fenêtre de chat, converser, la fenêtre de conversation. On pourra vous donner la parole pour que vous puissiez aussi les commenter, vos questions à l'oral. Louise pourra suivre aussi un peu les questions posées, me signaler s'il y en a beaucoup, s'il faut que je marque des pauses. Ensuite, nous donnerons la parole à Sarah Colombo qui va nous parler du projet Design for Emergency qui est particulièrement d'actualité. On aura un petit moment de questions-réponses avec elle. Puis ensuite, je prendrai la parole pour vous présenter un projet qui s'appelle Mentalis, avec de nouveau un petit temps de questions-réponses. On fera une petite conclusion vers 14h25, puis en principe, à 14h30, on aura terminé. Alors, je vous présente rapidement Sarah Colombo. So I'm starting presenting shortly Sarah Colombo. Donc, Sarah Colombo est une designer formée en Italie au Politecnico di Milano, chercheuse. Elle a fait également un doctorat. Elle est actuellement chercheure à Boston, à l'Université de Northeastern, et chercheuse au Center for Design, qui est au sein de cette université. Ses expertises principales sont le design d'expérience et l'éthique de l'intelligence artificielle dans les technologies émergentes d'un point de vue design. Sarah a lancé avec son collègue Paolo très récemment une plateforme qui s'appelle designforemergency.com que vous pouvez aller visiter tout de suite si vous le souhaitez. Et elle est joignable à cette adresse courriel, on pourra vous redonner son contact. Je vais la laisser intervenir et elle va nous présenter un peu ce projet. So, I just gave a word about you, Sarah, saying that you're a designer and a researcher and that you're working as a research scientist at Northeastern University. So now I'm gonna stop my screen sharing and let you present for approximately 15 minutes, but you can, of course, take your time. Thank you very much. Ok, so voilà, donc j'ai stoppé mon partage d'écran, je vais laisser Sarah en faire autant. All right. Je vois pendant ce temps qu'on nous demande sur le chat si les slides seront dispo après. Oui, absolument, les diapos de Sarah seront disponibles. Elles seront sur le Twitter de la chaire Diamant. J'invite Louise à mettre le lien vers le Twitter de la chaire sur le chat. Ok, thank you. So now I let Sarah present. Thank you, Sarah. Thank you. So can you see my screen? Yes. Great. Thank you very much for this introduction. Hi, everyone. It's a honor to be here, and thanks, Stefan, for inviting me to present this project during this event. I'm gonna try to make a very quick introduction of what we are working on. This project is called Design for Emergency, and its aim is to try to face the coronavirus emergency through design. Yes, Sarah, can I sometime ask you to make a short stop so that I can slow it very shortly in French? Oh, sure. Yeah. Ok, donc Sarah nous disait, je sais pas, je suppose que tout le monde comprend l'anglais, mais par souci pédagogique, je préfère dire un petit mot de traduction. Sarah, elle nous remerciait pour l'invitation et voilà, elle nous disait qu'elle allait nous présenter ce projet qui a été développé entre guillemets dans l'urgence, là justement pour répondre à l'urgence du coronavirus en Italie. So this initiative started
really 10 days ago, and it was in response to two main events that happened. As you know, Italy was very hardly hit by the coronavirus as the first country in Europe. And I'm from Italy, so I was following very closely the developments of what was going on there. And two things happened that made me think that we as designers could do something for this emergency. And these were a first decree on March 8th that was asking all people in Lombardy and other 14 provinces to stay home until April 3rd in order to contain the coronavirus spread. And the second one was the one on March 11th, when the lockdown was actually extended by another decree to the whole country. So all people in Italy were required to stay home and not leave their home. I know that this is something that since then has happened in many other countries. But again, we focus on Italy at first because it was happening there initially. Ok, alors Sarah nous rappelle que en tant que designer italienne, elle s'est très très vite intéressée bien sûr de près à la situation en Europe et en Italie en particulier. Et le projet qu'elle va nous présenter a démarré il y a seulement 10 jours. Et elle tenait à souligner deux dates importantes comme vous le voyez. Le 8 mars en Italie, la Lombardie et 14 provinces ont donc été placés en confinement jusqu'au 3 avril. Et puis 3 jours plus tard, ce sont des décrets, hein, ce sont des dates de 2 décrets en Italie. Et un deuxième décret le 11 mars qui a étendu ce confinement à tout le pays en demandant aux gens de rester à la maison pour encore 3 semaines. Okay, thanks. So actually, it was quite clear from the beginning that this emergency could last more than the initial 3 weeks that were envisioned and anticipated. So my concern when I heard this news and like by talking to my relatives, my family and friends in Italy, was that this emergency, this public health emergency that of course was like unprecedented and very intense, could actually turn into a social emergency, because asking people to stay home for weeks and completely disrupting their routines and their activities could have a very huge impact also on the psychological level. Alors, comme vous le voyez dans cette diapo, l'enjeu a été de se demander comment éviter de faire se transformer une urgence de santé publique en une urgence sociale, avec des problématiques comme l'impact psychologique de cette situation de confinement. Je traduis rapidement pour ne pas prendre trop de temps à Sarah. OK? So I came up with this idea of design for emergency on the night of March 11th, so right after the second decree. And I spent almost the whole night trying to lay out what we could do as designers in order to respond to this emergency and to do that very quickly. So I pitched my idea the day after to the director of the Center for Design, Paolo Ciccarelli, and he decided to fully support this initiative. So we started to plan for it. Ok, dans la nuit qui a suivi le premier décret, Sarah a passé tout son temps à travailler sur quoi faire en tant que designer face à cette situation. Elle a eu le support, le soutien de son collègue Paolo Ciccarelli, et puis ce projet est né. Ok. So the idea was around creating an open design platform to share seed ideas and solutions to face the coronavirus emergency, and to help people around 5 main areas that were how can create solutions to entertain people in this new context, to connect them in new ways, to help them plan their days in a different way, to help them prevent the spreading of this by changing their behavior, and also to support them both on the practical level but also on the psychological level. So we realized that there was a need of ad hoc solutions, specific solutions for this emergency, and we wanted to create the opportunity to come up with new solutions and share them with the design community. Donc la plateforme Design for Emergency, c'est une plateforme ouverte dans le but de partager des idées en vue de rapidement agir concrètement face à l'urgence. Alors l'idée a été de rassembler, de rechercher quoi faire autour de 5 pôles.
connecting, donc comment aider les gens à se connecter entre eux, pas au sens forcément numérique du terme, même si c'est forcément un peu le cas, mais se mettre en lien, connecting dans ce sens. Planning, c'est-à-dire comment finalement planifier sa journée quand on est confiné. Preventing, la prévention, hein, donc comment faire en sorte de ne pas être infecté. Le support, le soutien plus largement à différents niveaux, pratiques, psychologiques, etc. Et puis entertaining, donc comment un peu se divertir dans une telle situation. OK? So the main goals of this initiative were and are, first of all, understanding the experience of confined people. So we need to try, and we needed, especially 2 weeks ago, 10 days ago when it started, because we were not there. So we needed to better understand what these people were feeling, how they were living in these new situations. And this could be done, and we decided to do that by an online survey in the local language, so in Italian at first. The second goal is to share this information, the information we collect on how people are reacting to this situation, how they are feeling, to also to make other countries aware and able to prepare to what's going to happen, because we were pretty sure and the situation was clear, so this was going to extend to other parts of the world, and this is what actually happened in the next few days. So our idea was to, and is still, to make this data that we collect about people experiences openly available on our platform. The third goal is to extrapolate insights. So based on this, we would like to perform user-centered design activities. So starting from the insights that we get about people's problems and needs and emotions, we want to create new solutions. And we want to make also these insights available to other designers so that also others can work and can design on this. And the final goal is to exactly to generate ideas collaboratively and to again make them available so that someone else can step in. That could be individual developers, but also companies, and take these ideas and turn them into actual practical concrete solutions. And the goal is to do all of these openly and to make these solutions available for free to people. Alors, comme vous le voyez là, donc il y a 4 grands buts pour ce projet qui se situe en amont d'une intervention qui peut néanmoins prendre place très rapidement. Le premier but, c'est vraiment de comprendre l'expérience. On parlait de design d'expérience tout à l'heure, l'expérience du confinement comme expérience vécue. Donc, ce qui a été lancé sur le site Design for Emergency, c'est un sondage en ligne, pour l'instant en italien, mais vous allez voir après l'enjeu des langues, c'est en train de s'internationaliser. Donc, un sondage pour recueillir des infos sur qu'est-ce que vivent exactement les gens. 2, partager les informations collectées et faire en sorte qu'au-delà de l'Italie, d'autres pays prennent conscience de ce que c'est l'expérience du confinement, pays qui n'en ont pas l'habitude, notamment les Occidentaux, mais pas seulement, tout le monde, et afin de mieux s'y préparer. Donc, de rendre les informations recueillies disponibles en libre accès, en open source. 3, à partir de ces informations, continuer le processus en extrapolant des idées qui vont pouvoir nourrir le design de solutions concrètes. Et ces idées, ces enseignements, ces leçons qu'on peut tirer de ces données, faire en sorte qu'elles soient disponibles à des designers qui veulent agir. Et enfin, continuer de générer des idées. Là, il y a une distinction entre insights et ideas, hein, mais de générer des idées de manière collaborative pour les rendre disponibles à des entreprises ou des individus qui voudraient les développer et les mettre en œuvre rapidement, concrètement. Mais sur la base de ce processus de recherche, d'une information fiable et précise sur ce que les gens vivent vraiment dans cette expérience de confinement. OK? Okay, so the first step was to try to understand better the experience of people that were living under confinement, and we put together a survey that we spread online that was aimed at understanding people's emotions, problems, and needs, both through open and closed questions. So that's what was launched on March 15th, so after a few days of putting together this initiative, and this can be found on our website, designforemergency.com. And of course, it was initially thought and spread in Italian because that was where the emergency was occurring in the first place.
Alors, le site a été lancé le 15 mars, hein, donc c'est-à-dire il y a maintenant 10 jours aujourd'hui. C'est sur ce site qu'on trouve le formulaire en ligne qui permet de collecter des informations, principalement quelles sont les émotions que ressentent les gens, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et les besoins qu'ils ont. OK. So this is the website that we launched. And of course, there is also the English version, if that's better. So people could like take the survey directly from here and leave their thoughts and respond to our questions. And we actually got a very impressive response. We got 1,600 responses in less than 4 days. And we also got messages from other universities and scholars who were interested in translating our survey and disseminating that in their own countries. So we translated it in Spanish and we started to spread it in Spain. And we also we're translating it in Portuguese to spread it in Brazil. And of course, we're working on the English version as well. Alors, le formulaire et le site web ayant été lancé et rendu disponible, vous avez vu une capture d'écran de la page d'accueil qui est déjà disponible en anglais et en italien, ou plutôt en italien et en anglais. Et 1600 réponses ont été recueillies en 4 jours, ce qui fait quand même de la matière à analyser. Ça, c'est le commentaire que j'ajoute. Et actuellement, Sarah travaille avec ses collègues à continuer de traduire le site en plusieurs langues. L'espagnol est en cours, le portugais, donc le Brésil peut être aussi touché par le portugais, évidemment. Je pense que Sarah va parler de la question du français. And I guess, Sarah, that you're going to give a word about the need for French translation. Yeah, exactly. Since, of course, I mean, this situation is spreading very quickly, and I mean, this emergency is growing. So we are absolutely open to translate it into also other languages. So since a lot of people attending this seminar are from either France or Canada, if anyone is interested in helping us in joining this initiative and in partnering and in helping with their own languages, we are absolutely happy to extend it and to help you doing this and to get in touch. Oui, Sarah m'en avait parlé avant le séminaire, le webinaire, et je me permettais de lui suggérer d'en parler maintenant. Mais bien évidemment, Sarah et son équipe seraient très heureux si des volontaires voulaient bien traduire en français le questionnaire. C'est assez rapide, hein, c'est un questionnaire, c'est pas un roman. Donc, je serais vraiment très heureuse que le site puisse ainsi toucher tous les francophones, Québec, Canada, France, enfin toute la francophonie, Belgique, Suisse et j'en passe. Donc, je lance l'appel, je relaye l'appel qu'elle lance. Je vois aussi vos questions arriver sur le chat, on y répondra dès qu'elle aura terminé. Merci. So we started the analysis of the responses that we got, and of course we started with the questions that were easier to analyze. So when we had multiple choice answers and responses, so we are publishing between today and tomorrow these results on our website. And we collected very interesting information about what's going on. Of course, again, these are the results from Italy because that's where we got the initial big number of responses. And as you can see in this slide, we are trying to create an emotional portrait of Italy right now in this emergency. Almost all the two-thirds of the responses are from Lombardy, which also makes sense because it was the region that was very heavily hit by this emergency. And so that could be reflected in the results. Italy is not covered equally in the same way all over the country. But as you can see on the right, there are very interesting results about what we got from this questionnaire. Because the emotion that was felt the most, this is not very surprising, but it is anticipation. So people are just basically waiting to see what's going to happen, and this is what they felt the most. But then the second emotion that people felt the most is hope. And this is something that we actually didn't really expect. We were expecting more negative feelings, negative emotions, but hope was the second one. So
this is also very, I mean, gives hope to how people are reacting to this. But there are also other interesting results. So we try to split the results by age, for instance, or by the occupation of people. And in terms of age, there is something that is quite peculiar, because we can see from the bar graph on the bottom that, for instance, sadness was felt a lot by very young people between 14 and 18 years old, but it was felt much less from the elderly, so people above 60 years old. At the same time, hope was felt a lot by these people, and also by young people. But the most hopeless like age categories are the ones between 30 and 60 years old. So this is probably because they are the ones who feel the most the responsibility. Maybe they have family, etc. So these are the ones that are really feeling hope a bit less compared to others. So there is a lot to think about, only by looking at the numbers, but that's only the first step. We're also working on analyzing the long answers. So I'm gonna talk about this in a few seconds. Ok, alors, comme vous le voyez à travers ces chiffres, c'est un début basé sur l'Italie, principalement basé sur des réponses de la Lombardie. 70% des réponses viennent de là, c'est la région la plus touchée en Italie. C'est pertinent. La tentative, c'est de faire le portrait émotionnel de l'Italie pendant cette période. Alors, deux choses. La partie haute avec les cercles, les disques, sont les émotions qui ont été mentionnées. La plus mentionnée en gris en haut, c'est l'anticipation, c'est-à-dire l'attente, le sentiment d'attente. C'est ce qui est sorti en premier. C'était pas forcément ce qui était attendu. Et ce qui était encore moins attendu, c'est que la deuxième émotion la plus exprimée, c'est l'espoir, en jaune. Donc c'est assez intéressant, mais on voit que derrière l'espoir arrive assez rapidement aussi la tristesse et le désespoir, mais tout de même en premier. Ensuite, ce que vous voyez en dessous, c'est bien sûr la répartition de ces émotions selon l'âge. Et là, c'est assez intéressant de voir probablement de manière inattendue pour beaucoup d'entre nous, que c'est assez différent malgré tout selon l'âge. Qu'est-ce qu'on peut relever? Bien, par exemple, que les plus jeunes, on voit les 14-18, sont ceux chez lesquels la tristesse est la plus grande. On peut voir aussi que les plus âgés, les plus de 60 ans, sont ceux chez qui l'espoir est le plus grand. On voit aussi que de 30 à 60 ans, c'est là où il y a un peu moins d'espérance. On voit aussi que chez les 25-29 ans, voilà, il y a aussi un peu moins de cela. Bon, bref, après, ça s'analyse plus en détail. Je ne vais pas prendre trop de temps pour le voir, mais on voit qu'en fait, les émotions exprimées et puis leur répartition par âge n'est pas forcément ce qu'on pourrait préjuger en amont. OK? And the preliminary results of this survey were also published by an Italian newspaper, which is Corriere della Sera, with a focus on Milan and Lombardy only. So these are not the results for all Italy. And the journalist tried to interpret these results also in view of other research that she was carrying on these topics. But it's interesting to see that one of the side results of this was also to give back an image of the people who had responded to the questionnaire on like giving an emotional portrait of what they were feeling and living. Et donc, comme vous le voyez, le journal Corriere della Sera en Italie, en faisant un focus sur la Lombardie et Milan, a relayé justement ces premiers résultats qui sont vraiment préliminaires, mais qui tentent de faire un premier portrait émotionnel de l'Italie, de sa population en période de crise. OK. So the second step of our analysis is actually creating some more in-depth insights. So we had a lot of open questions where we asked people what was, for instance, the situation of discomfort that they had
lived in the past few days, or what was giving them hope the most, or what was making them fearful and scary. So we have a lot of data that we need to analyze, and we are doing this by using NLP, natural language processing techniques, so machine learning techniques, to quickly analyze the data and to extrapolate insights about keywords and topics that were used the most, connected to the problems, the needs, and the emotions of people. Okay, maybe you can show back the previous slide, why Sure. I'm translating here. Yeah. Alors ensuite, le processus de recherche de ce projet s'arrête pas là. Au-delà de ces premiers aperçus, insights préliminaires, l'idée c'est d'aller vers une analyse plus en profondeur en utilisant en fait des technologies basées sur l'intelligence artificielle comme le traitement automatique du langage naturel. Pourquoi? Parce qu'ils sont collectés avec ces formulaires beaucoup de données qui sont donc du texte exprimé par les personnes qui ont répondu au sondage. Et en fait, en analysant de manière automatique avec des technologies d'intelligence artificielle tous ces volumes de messages, on peut identifier assez vite à travers l'analyse de certains mots-clés, de certains sujets, quelles émotions dominent ou quels problèmes dominent, et puis faire un portrait assez rapide sur une population importante. C'est-à-dire, plus il y a de monde qui répond, plus ça va donner quelque chose d'extrêmement fin. Okay. So just to give you an idea of the complexity of this process and also the activities that we're performing right now, what you can see on the left is a bar graph that is showing the most recurrent words in response to the question, what are you doing in your free time these days? And as you can see, the first answer is TV, but we have also other answers that are very similar. So on the right of that diagram, you can see cooking and kitchen as two separate words, because this is how the algorithm works when it's not trained at all. So what we're doing right now is what is called lemmatization, which is merging words that have a similar meaning or have the same semantic root. So the result is what you can see on the right, where cooking is actually on the fourth place, which is here, because we merged kitchen and cooking. So now we have a better idea of how many times each keyword has been mentioned, and this can give us a better understanding of the responses, of course. So we're doing these kind of things all over for all the questions and on different levels, also merging two words instead of keeping just one. So there is a lot of work to do in this, but this is also helping us reaching an initial understanding much more quickly than doing these manually, of course, one by one. Sarah, can you just repeat the difference between the two graphs? Where do they come from? So on the left, this is the result that we got in terms of how many times one specific word is repeated throughout all the answers that we got, the 1,600 answers. So TV was repeated almost 350 times. But this kind of first analysis made through machine learning was keeping similar words, but not exactly identical words separated, like kitchen and cooking. But of course, they were referring to the same kind of activity. So we merged this in the graph on the right by doing what is called lemmatization. So merging similar words into just one word that gives us a better idea of how many times the person was referring to that concept instead of using a specific word. Ok, it's clear. Donc en fait, ce que vous voyez là, ce sont des graphiques, il faut regarder celui de gauche d'abord, qui montrent le nombre de fois qu'un mot est employé. Il y a eu 1600 réponses, puis on voit que la première colonne en bleu foncé, c'est écrit TV, donc c'est TV, la télévision, qui est mentionnée plus de 350 fois comme étant l'occupation principale. Là, ce qu'on voit, c'est les réponses à la question « Comment vous occupez votre temps libre pendant la journée ?» Ce qu'on voit, c'est que le fait d'analyser automatiquement toutes ces réponses permet de produire vite un résultat, mais qui doit être affiné. Et c'est ce qu'on voit dans le diagramme de droite. Pourquoi? Parce que dans le diagramme de gauche, par exemple, l'algorithme de traitement automatique distingue vraiment les mots entre eux. Donc, cuisine est distingué de cuisiner, kitchen, cooking. Et donc, en affinant l'analyse,
eh bien, ils ont pu faire des regroupements. Donc, cuisine et cuisiner ont été bien sûr assemblés. Et ce qui donne à droite un portrait plus fin, plus juste. Et on voit d'ailleurs que la télévision est passée en deuxième. So Sarah, can you just translate on the right diagram, the name of the first bar, which is Yeah. not TV anymore? No, exactly. That's reading. Reading, ok. Donc Yeah, sur that's le deuxième diagramme, la lecture est passée en premier. Je ne sais pas si c'est une victoire. En tout cas, c'est intéressant. Avant la télé, après affinement d'analyse. Et le fait de cuisiner, qui était relativement à la fin dans le premier diagramme, est passé en quatrième. Ce qui montre donc un portrait plus fin des activités, des occupations réelles des gens. Ok. Yeah, so we are performing these activities, of course, in collaboration with other people who volunteered on this project. And in particular, these are two machine learning experts working in big companies, one in London and one in San Francisco, that are giving a lot of help on this phase. Yeah. So just to conclude, pardon, maybe I can translate this shortly. Please. Donc, des entreprises spécialisées en intelligence artificielle aux États-Unis sont sollicitées pour fournir leur aide cruciale dans cette phase d'analyse. OK. Great. So in the end, we are now working on the first 3 goals of the project. The next step is going to be to generate ideas based on the insights that we can draw out from the survey we have spread and we are analyzing. And in order to make these ideas, the ideas that will come out real, so in order to create real applications or digital services or whatever is going to emerge as a possible outcome and as possible ideas, we're looking for partners. So that could be, again, like individual developers or designers or companies working in this area who might be interested in joining this initiative and in taking like some of the ideas and turning them into real applications. So if you're interested in joining us, or if you know anyone who might be interested in collaborating and partner with this initiative, we will be very glad to hear from anyone who is interested in volunteering for this. OK, alors là, Sarah nous remonte les 4 buts principaux de ce travail, de cette recherche. Et elle insiste sur le fait qu'actuellement, les 3 premiers buts sont couverts par le travail en cours, hein, donc comprendre l'expérience des gens en recueillant des données, rendre disponibles ces données, commencer à extrapoler sur un premier aperçu sur ces données, comme on vient de le voir. Mais la 4e phase n'a pas encore commencé, et pour cette 4e phase, Sarah et son équipe lancent un appel international à collaboration pour des designers individuels ou en équipe, des développeurs individuels ou en équipe, des entreprises, des organisations, enfin toute personne qui voudrait collaborer à la dernière phase, qui va consister, grâce à toutes ces informations collectées, affinées et analysées, à maintenant générer collaborativement des bonnes idées de choses à faire, des bonnes idées de solutions qui pourront être implémentées rapidement. Voilà, donc c'est intéressant de voir que là, il s'agit d'agir à partir de données concrètes. Yes, okay. Great, so that's it. And I'm, of course, very glad to answer any questions that you have. I'm sorry it was a bit longer than expected, but of course we had to translate. So thank you for your attention. And if you have any questions, I'm happy to answer. Ok, parfait. Je vais désactiver le partage. Elle l'a déjà fait. Donc, Sarah nous remercie, vous remercie pour votre présence. Et puis, elle s'excuse que c'était un peu plus long que prévu du fait que je traduisais. Mais je m'excuse aussi pour ça. Donc, Louise, tu veux mettre l'adresse courriel de Sarah sur la fenêtre de conversation pour ceux qui veulent la joindre. So, now, Sarah, we're going to take a few minutes if you're available to answer a few questions on the chat window. I don't know if you're able to read all the comments, but we're gonna translate them for you. But some people ask for questions, and also some volunteers offer help for French, for Dutch, for Korean. So yeah. So, donc je vais maintenant prendre les questions qui sont posées sur le chat et puis les traduire une à une rapidement à Sarah. So I'm going to translate question by question for you, Sarah, and then you can reply to each of them, but quite shortly because yes. it can take time. Donc, so the first one. Donc, je remonte le fil. Il y avait une première question
Première question de Timian. First question from Timian at 1:29 p.m. Okay. How did your website was spread out? Yeah, we used the first. Oh, sorry. No, just in French, the question, mais comment le site Yes. web a été diffusé? Okay. Okay, so that was spread by personal contacts and social media. That was the only way. Ok, donc ça a été uniquement diffusé pour l'instant par cercle proche, contact personnel et réseaux sociaux. Donc peut-être que ce serait intéressant d'utiliser d'autres façons de faire. Would you be interested? I suppose yes, to spread it out in different ways. Donc, Yes, totally. so we can, yeah, donc vous êtes totalement invité à diffuser cela dans vos réseaux, listes de diffusion et on en passe. Question suivante. Next question. Do you already have a Dutch translation? No, we don't. Ok, So, donc yeah, Bir usually- demande s'il y a déjà une traduction en hollandais. La réponse est non, donc je suppose que Bir, tu es favorable à faire cette traduction. So I suppose that Bir, who asked for this question, is maybe in favor of doing it. So elle va nous le dire sur le chat. She's going to tell us on the chat, but I suppose. Yeah, I would suggest you can either contact me directly if you have Sure. time to, or if you have my contacts, my email. Otherwise, you can just go on the website and there is a form to send us messages that I will read. So either way are fine. Parfait. Donc, Sarah suggère, si vous voulez aider, que ce soit en hollandais, en français, en coréen, dans toutes les langues que vous souhaitez, soit de lui écrire un email directement. Je pense que Louise a dû faire passer son email, soit tout simplement d'aller sur le site web du projet et il y a une page contact qui permet d'écrire à l'équipe et de vous signaler. Et vous allez être accueillis avec grand plaisir. Bir is confirming that she's okay for making a Dutch translation. Okay. Next is we have several persons, on a plusieurs personnes who offer help for French, qui offrent de l'aide pour le français. Donc Isis, merci Isis, je te salue au passage. Annick, qui propose de réviser également. Anne-Françoise, qui peut réviser le français. Bon, so I think you will have help for French language. Donc, je vous invite à faire de même, à offrir vos services via le site web. And also you have an offer from June Kim for Korean. So Yeah. Yes, absolutely. Sounds great. Thank you. Ok, donc très apprécié, vous pouvez offrir votre aide. Ensuite, next question. Tanya is asking, do you know if the emotions are linked to the confinement or to other factors? For example, the fear because of violent husband, which is more frequent at home at this period, or exasperation because of kids, with working at home with kids at the same time, and so on. How do you deal with this? Yeah, so that's why we had both multiple answer questions and open questions. So of course, emotions can be caused by different factors. I would say that even in the cases that you have mentioned, these are still connected to confinement somehow. These are consequences of confinement. But I guess you meant that it's not like being confined at home that is making them sad or scared, but it's something else. So that's why we had, again, open questions and we are analyzing these responses. And we also asked not only what is directly connected to the emotions, but also what is, for example, what was the most stressful situation that I had to face, or the situation of discomfort. So, of course, we don't expect, even if the questionnaire is totally anonymous, we don't expect them to go too much into intimate responses, but still also having an answer or an idea of even the practical problems that they're facing. This would be very helpful in order to design something that is specifically answering these needs. Ok, donc effectivement, la question posée était comment sait-on si les émotions exprimées sont reliées au confinement ou à d'autres facteurs, par exemple l'exaspération parce qu'on fait du télétravail avec des enfants à la maison toute la journée, ou la peur d'un conjoint violent, que c'est. Et ce que dit en résumé Sarah, et pardon si je résume un peu trop, c'est que c'est sûr que les émotions sont causées par plusieurs facteurs, mais que néanmoins, il y a toujours un lien avec le confinement dans les situations, dans les exemples qui sont donnés, puisqu'il y a comme
le confinement indirectement va accentuer ces situations-là. Et c'est aussi pour ça qu'ils essayent de mener leur analyse de manière fine. Et puis c'est aussi pour ça que les questions du formulaire sont posées de manière assez ouverte. Yeah, actually, one quick comment on this. There are some like the most important problem for many people were having the ability to do grocery shopping easily. That was the most studied one. And then the second one was finding a new routine. So actually, I mean, we also got an insight of what people are facing as main problems, and some of them are very practical issues, more than, for instance, needing to take care of kids that we expect it to be a big deal. It is, but it is less relevant than other things like being able to plan your day and to find a new routine, which is very interesting. Oui, il y a eu des choses qui se sont révélées plus importantes qu'attendues, comme par exemple planifier sa journée. J'ai un peu raté le début de son commentaire en lisant vos questions. Je m'excuse, je ne peux pas traduire plus pour cette fois-ci. Next question is, you have also a lot of thank you on the chat. I'm going to share you the whole chat conversation later. Yeah, I'm reading it, yes. Oh, perfect. So you have Anne-Françoise, my colleague from UCAM. Merci Anne-Françoise, who is asking, did you measure once a day? Because she expects the emotions to change over time. So Yeah. do you consider longitudinal analysis? Yeah, Est-ce we que are. vous regardez les émotions seulement, est-ce que vous analysez les émotions une fois par jour pour repérer leur évolution et avoir une analyse longitudinale vu que les émotions changent? Yes, we collected these responses. I mean, it was open every day for, it is still open. We got most of the responses in the first 4 or 5 days, and that is slowed down. And we are making also longitudinal analysis to see how emotions are changing, and there are differences in terms of what was felt the first day compared to the last day. So there is a lot of data that can be analyzed in different ways, and that's also why we want to make this data available openly so that other researchers can do something that maybe we don't have time to do right now because we are like organizing and managing the whole initiative. So yeah. Oui, alors merci pour la question. Effectivement, ils essayent de pratiquer ce genre d'analyse longitudinale, puis de repérer si les émotions exprimées évoluent et comment entre le début, les premiers jours et les jours suivants, puisque le sondage est toujours ouvert en ligne. J'ajouterais peut-être personnellement que c'est peut-être un défi pour Sarah. Je vais lui demander de s'assurer comment elle peut repérer que ce sont les mêmes personnes qui expriment des émotions qui changent. So Sarah, I can see several persons saying yes when I'm suggesting an additional question on this. So maybe it's a challenge for you and a difficulty to try to identify the evolution of emotions for the same persons, because you have responses from people each day. So the expressed emotions can be different, but it's hard, I suppose, to track if it's the same person who is expressing a different emotion than the day before. And this is maybe a challenge for your research. Oh yeah, we didn't ask people to repeat the questionnaire multiple times because we also know that it's challenging for them to face this situation. So we didn't want to to stress them even more, even if it's a short questionnaire. But still, this would have been really interested, and we thought about that. But we are also just collecting responses from different people, so we see exactly as you said, not one person how the feeling changes in one person over time, but how the overall feeling of the community changes, and that's what we can do for now. Oui, alors pour l'instant, effectivement, ils ne peuvent pas forcément prendre en compte cette variation individuelle, mais parce qu'ils n'ont pas voulu non plus envoyer le formulaire tous les jours aux mêmes personnes, parce que ça commençait à devenir quelque chose de lourd qui rajoutait un peu aussi au stress. Je traduis un peu rapidement. Next question by Eric is, are the raw data available? You said the data are available, but is it exactly the raw data? Est-ce que les données brutes sont disponibles? Yeah. Also, the raw data will be available. It's not right now, but we are working on that as well. Yeah. Ok, ils travaillent pour que les données brutes de cette collecte soient disponibles sur leur site, donc c'est pas encore disponible, mais il faut surveiller. Fanny is asking,
Do you already have some ideas about what kind of design projects could emerge from these first results? Quelles seraient les premières intuitions de projets de design qui pourraient émerger de ces premiers résultats? Yeah, I mean, this is, of course, is going to be defined during the design activity, the ideation activity, but I believe that, of course, we're going to work with digital solutions because that's the only way we can reach people and people can connect, but not like traditional digital solutions. My goal here, so I will also bring this contribution in the discussion, is that I would like to do something that starts from the digital world, but also like is translated into the physical, into the real world, so that people can disconnect actually from their devices and do something. For instance, creating a new routine can be done like by online tools, but we can also through online apps or through digital apps provide them with a way to create their own routine offline. So that's I'm not sure if I was clear, but that's one of my goals. And it's also we found in the responses that that's a need as well. So people would like to disconnect more. Ok. Donc, la réponse, c'est que, évidemment, il faudra attendre un peu les résultats de la recherche pour mieux y répondre, mais que quand même, ce qui est pressenti, évidemment, ce sont des outils numériques et en ligne pour avoir un impact sur ce qui se passe hors ligne, à la maison, dans le confinement. Puis c'est principalement ce qu'elle a dit. Je ne veux pas prendre trop de temps puis je lis les questions en même temps. Okay, so now I can see that we still have a few additional questions, but time is going to be missing. So I'm going to send you the other questions. Maybe you can send us some replies and I can share with the people. Oh yeah. Donc, je vois qu'il y a d'autres questions auxquelles on va peut-être pas avoir le temps de répondre tout de suite pour respecter le timing. Donc, nous pourrons les transmettre à Sarah pour qu'elle y réponde ultérieurement. Depending, maybe if you can take one more and maybe you could choose the last one you would like to respond to according to your own interest. Je demande à Sarah qu'elle choisisse la dernière question à laquelle elle pourrait répondre. Ne prenez pas mal si elle ne choisit pas votre question, mais c'est pour pouvoir passer à la deuxième partie du séminaire en respectant le temps. Okay. So, okay, I can respond to, I think, two questions together, because one was asking if I think that people, most informed people were responding, and the other one is asking if I think that people experiencing more positive feelings were responding more than others. And I believe the first one is no, I don't think so, that only people that were very much informed were responding, because a good number of people responded that the main reason why they were staying home was because of the decree and not because they felt the need to do something for the community. So that's interesting. That means that probably people were not that aware of what was going on. And the second question is, I don't think that only people who were feeling positive about this responded, also because we were able to cover, like, especially in Milan and Lombardy was where the population felt the emergency the most, and we got positive responses from there too. So I would say that this was quite equally spread in the results. And yeah, sorry. No, Sarah, please finish. No, I was done. So I don't think that only people who were positive responded. I mean, I would say that we got more than 1,000 responses from Lombardy only, and Lombardy was really heavily hit. So I would say that people still feel hopeful for some reason. Donc, selon elle, quand même, les personnes qui ont répondu ne sont pas forcément, comme c'était demandé, des personnes mieux informées ou plus cultivées ou sages, dans le sens où ce qui les contraint d'être à la maison, c'est pas leur situation socio-culturelle, mais le décret. Et puis, ce qu'elle indique aussi, c'est que Bir demandait si les personnes qui ont répondu seraient peut-être plus des personnes qui ressentent des émotions positives que des personnes qui ressentent des émotions négatives. Puis, elle ne pense pas, dans le sens où, comme 1000 réponses environ sur 1600 viennent de la Lombardie, qui est la région la plus touchée en Italie, elle fait l'hypothèse que non. Ok.
Well, actually, there are only 2 questions that you did not reply to. So maybe we can. The question by Solène and the question by André-Anne. Donc, on va finir avec ces 2 questions-là parce qu'il n'en reste finalement que 2. Have you thought about using other methods of data collection in the future? Help with the interpretation of the data, for instance, some interviews, journaling, with a more limited sample of participants. Yeah, this is something we thought about. We didn't have like a way to implement it right now, but I totally agree. This would be really great, like a great way to proceed if we could, especially if depending on how the situation is gonna evolve. We can plan different activities. So right now, an online question was the fastest way to collect information, but I would totally be happy to engage in different kinds of activities. I also believe it's very important to do that, like interviewing and journaling. So yeah, I would be happy to collaborate. I don't see you on Zoom, but thank you. La question était, est-ce que l'idée de collecter aussi des informations auprès des personnes par carrément des entretiens directs, etc., sur un nombre plus restreint de personnes a été envisagée? C'est sûr que oui, ils ont pensé, mais comment l'implémenter dans les situations de confinement, c'est complexe. Donc pour l'instant, à moins d'autres collaborations, c'est pas si évident. Finalement, l'autre question était plus un commentaire, il me semble, donc on va s'arrêter là pour les questions. Finally, the last question I thought was a question. It seems to be more a comment. So then, big thank you, Sarah. Thank you, everyone. Thanks for your it was very inspiring to hear you about this. If you're busy with this, you can leave and quit the chat. I'm going to continue the webinar for half an hour with the second project. Thank you. I'm sorry, but please feel free to send me any questions that I haven't responded, and anyone feel free to contact us through the website or directly by email. And thanks for your collaboration. Bye. Sarah peut pas rester pour la suite du séminaire, donc n'hésitez pas à lui écrire un email ou quoi que ce soit. So you have a big thanks and bye-bye on the chat. So thank you so much, Sarah, and see you very soon. Bye. Bye-bye. Bien, on va passer maintenant en français seulement. Vous êtes toujours 80 présents, donc c'est que vous êtes toujours intéressés par ce webinaire. Donc encore merci à vous tous. Alors, Sarah, en fait, pour conclure et terminer, est membre associée de la chaire Diamant. Donc ça m'a fait plaisir de lui proposer cette intervention aujourd'hui. Aujourd'hui, 25 mars, c'est le jour où devait avoir lieu l'inauguration de la chaire de recherche Diamant dans les locaux de l'UQAM, avec aussi des événements retransmis en visioconférence. Donc, ça me fait particulièrement plaisir qu'on ait pu connaître un peu mieux le travail de Sarah à travers ce projet. Donc, n'hésitez pas à l'écrire si vous voulez poursuivre. Bien, il nous reste une petite demi-heure pour passer à la deuxième partie. Donc, pour la deuxième partie, je me propose de vous présenter un projet qui n'est pas particulièrement lié à la situation de crise sanitaire, mais qui prend un relief particulier dans le contexte de cette crise. Donc, je vais vous partager à nouveau mon écran pour vous le présenter rapidement. Certains ou certaines d'entre vous qui font partie de la chaire peuvent déjà le connaître, mais c'est la première fois que je vais le présenter en détail, en tout cas un petit peu plus en détail. Et je vais prendre pareillement une quinzaine de minutes pour le faire. Alors, Louise, tout va toujours très bien au niveau du son, de la vidéo? Oui, parfait. Voilà, alors partage d'écran, c'est parti. Donc là, en principe, mon écran est partagé. Et à partir de maintenant, s'il y a quoi que ce soit qui ne marche pas, Louise, je te demanderai d'intervenir oralement, parce que je ne te vois pas, je vois que mes diapos, pour me guider. Alors, je reviens où j'en étais. Donc là, je vous remets le courriel de Sarah. Alors, rapidement, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis de formation en philosophie, chercheur en design et puis professeur à l'école de design de l'UQAM depuis un peu plus d'1 an.
J'ai la chance, le bonheur d'être titulaire de cette chaire de recherche, Diamant, et également d'être chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal. Alors, dans le cadre de cette chaire de recherche, je m'intéresse donc particulièrement à ce que le design peut faire pour la cybersanté mentale. Au Québec, on traduit e-health par cybersanté, souvent traduit en France par e-santé. Donc, c'est la e-santé, mais mentale. Alors, je vais vous présenter Mentalis, qui est un projet de service numérique de santé mentale. Service numérique ne veut pas forcément dire que tout se passe de manière numérique, mais vous allez comprendre. Je regarde mon timing, c'est bon. C'est tout bon, Louise, ça marche? Oui, c'est tout bon. Excellent, merci à toi. Alors, d'abord, je voudrais souligner, puisque ils sont présents, que le projet Mentalis dont je parle, c'est la suite, la refonte à Montréal d'un projet que j'ai initié en France avant d'arriver au Québec, sous le nom de Psydia pour Psychotherapy in the Digital Age, donc la psychothérapie à l'ère numérique. Et ce projet s'était déroulé pendant 2 ans, 2016-2018, à l'Université de Nîmes, où j'étais professeur avant, avec la participation quand même sur plusieurs années d'une centaine d'étudiants qui ont contribué à enrichir les idées de ce projet, et la participation de 2 cliniciens, psychologues, psychanalystes en cabinet libéral, qui ont participé à des ateliers de co-design. Fabrice Lobs à Paris, que je salue, qui est connecté, et Emmanuel Toujas à Nîmes, qui malheureusement ne pouvait pas nous rejoindre parce qu'elle est, figurez-vous, en téléconsultation avec ses patients en ce moment même. J'enchaîne. Alors, Mentalis, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, la manière de définir le projet, qui peut encore un peu évoluer, c'est l'idée de créer un service de santé mentale, un service numérique de santé mentale, qui soit le point d'entrée unique pour les troubles de dépression et d'anxiété, qui, comme vous le savez, sont les troubles de santé mentale les plus répandus, les plus courants. Donc j'ai la chance de m'occuper de ce projet comme chercheur principal, puis d'être très bien entouré par plusieurs co-chercheurs, Ron Fillon-Mallette à l'UQAM, Marie-Pierre Gagnon à l'Université Laval, Stéphane Gay à l'Université de Montréal, Marie-Jean Meur à l'UQAM, Sébastien Mosser à l'UQAM également, et Anne-Françoise Pontévier à l'UQAM qui est présentement en ligne. J'espère que j'oublie personne, peut-être que Marie-Pierre est en ligne aussi. Je ne vois pas présentement tout le monde. L'objectif général de ce projet, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'améliorer l'accès aux soins de santé mentale à grande échelle. On sait qu'il y a un problème d'accès aux soins au niveau global. Ça, c'est la finalité. De faire cela par la mise à disposition d'une application numérique mobile, ça c'est le moyen, en ayant un focus clinique, parce que c'est difficile de partir comme ça tous azimuts dans un premier temps, un focus sur la dépression, l'anxiété, et avec une originalité qui est de concevoir et développer ce service à partir d'approches créatives de co-design et de design. Design d'interaction, parce qu'on parle d'interface, puis de centré utilisateur, on va y revenir. Alors, les objectifs spécifiques d'un tel projet, c'est on va créer un prototype logiciel de cette application d'ici 1 an peut-être, dans l'année, on est moins dans le calendrier de l'urgence. 2, on va réaliser une série de validations cliniques, l'efficacité, la fiabilité de ce service. Créative, est-ce qu'on respecte des standards de design en termes d'expérience utilisateur, une validation ergonomique aussi sur les aspects d'accessibilité, d'inclusion. On sait que les personnes souffrant de dépression et d'anxiété ont une charge cognitive forte, n'ont pas le même, en gros pour le dire autrement, n'ont pas la même capacité de concentration que lorsqu'elles vont mieux. Validation éthique, parce qu'il y a tout un tas d'enjeux d'acceptabilité morale et déontologique autour de projets de ce type. Validation économique, parce que c'est bien beau de créer une appli, mais est-ce qu'ensuite elle a une pérennité, est-ce qu'elle peut survivre et puis apporter un vrai service, une vraie réponse. Et puis écologique, parce qu'on ne peut pas concevoir des services numériques aujourd'hui sans se préoccuper de l'impact environnemental. Ce qui relève aussi beaucoup du design. Et enfin, troisième objectif spécifique, avoir une validation aussi, esquisser un modèle économique, justement, c'est en lien avec la validation économique dont je parlais, une stratégie d'adoption pour faire en sorte que ce service ait des utilisateurs à qui il rend service. Parce qu'encore une fois, c'est facile de mettre des applis en ligne puis qui servent à personne.
Donc, on ne peut pas nier le fait que même un service de santé est pris dans une dimension économique et donc politique. On le voit très bien en ce moment avec l'insuffisance des moyens des hôpitaux et des services de santé en phase de crise. On voit bien qu'il y a une question économique majeure derrière la capacité à répondre et à donner des réponses aux gens qui en ont besoin. Alors, je souligne au passage que ce projet est en cours de financement. En tout cas, il est en attente de réponse pour un financement de 100 000 $ auprès des fonds de recherche du Québec. On parle de dollars canadiens. C'est parce que ce projet fait partie des finalistes du concours 2019 Audace des FRQ, ce sont les fonds de recherche du Québec. Alors, on espère fin avril avoir une réponse positive. Et ce projet réunit 6 co-chercheurs, 8 collaborateurs, 7 femmes, 8 hommes, et est intersectoriel puisqu'on a des gens qui sont vraiment dans toutes les disciplines des 3 grands secteurs classiques du FRQ, sciences humaines, sciences de la nature et puis sciences de la santé. Sciences de la nature et technologie, c'est pour l'aspect informatique. Également, nous avons une approche très interdisciplinaire et je suis très heureux de pouvoir conduire un projet qui intègre 9 disciplines, mais qui sont catalysées par le design comme discipline leader. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on sait que le design a cette capacité, par le co-design notamment, mais de favoriser des collaborations multidisciplinaires. Alors, je voudrais vous montrer une brève vidéo, mais peut-être je la diffuserai après, qui montre un scénario d'usage que je vais juste décrire en quelques mots parce que j'ai des doutes sur la restitution sonore de la vidéo là dans mon partage d'écran. Mais vous allez voir, en fait, c'est un scénario d'usage de ce à quoi pourrait répondre cette application en termes de besoins. Donc, on imagine qu'une personne, on voit ici le visage d'un jeune homme barbu qui est en train d'envoyer un message sur l'application. Puis ce message est reçu par une clinicienne, une psychologue par exemple, qui s'appelle ici Michel, dans son cabinet, ou ailleurs d'ailleurs, mais elle est psychologue, donc elle a un cabinet, par exemple dans le cas où elle travaille en libéral. Et puis, appelons-le donc Patrice, qui a un besoin. Alors, dans le scénario que vous verrez en vidéo, c'est quelqu'un qui appelle pour sa conjointe qui va très mal, mais ça peut être quelqu'un qui appelle pour lui-même ou pour son enfant. Donc, c'est pour montrer qu'il y a une variété de possibilités. Enfin, il n'appelle pas, mais il laisse un message. Donc, il laisse un message, il demande de l'aide, puis une conversation par chat, sans intermédiaire, s'installe entre Patrice, le patient ou le proche, et Michel, la clinicienne. Et puis, la clinicienne va décider de ce qu'il faut faire. Donc, soit elle va continuer la conversation, soit elle va proposer un rendez-vous en cabinet parce que justement, l'application a fait en sorte de mettre Patrice en lien avec un clinicien de sa ville. Soit elle va proposer de référer Patrice à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la clinicienne, dans le cas présent, qui va décider. Elle peut aussi proposer que, dans le cas du scénario en question, que la conjointe de Patrice là, intervienne aussi dans la conversation par chat pour ensuite poursuivre ce dialogue avec la clinicienne, prendre un rendez-vous. Enfin, tous les scénarios sont possibles. Je vous diffuserai la vidéo tout à l'heure. Comme ça, si jamais il y a un problème technique, vous aurez entendu toute ma présentation. Alors, quel est le contexte d'un tel projet, qu'on se comprenne bien pourquoi ce projet-là? Petit rappel, c'est 50% des personnes qui souffrent de dépression dans le monde qui ne reçoivent aucun soin. Il y a 300 millions de personnes dans le monde, d'après l'OMS, qui souffrent de dépression, et donc seulement 50% reçoivent un soin. La dépression, c'est la première cause d'incapacité de travail, donc c'est important d'apporter des réponses, parce que ça veut dire que malgré tout ce qui existe, il y a quand même 50% des gens qui sont à traiter. Donc, avec ce projet, on voudrait aller chercher aussi les autres 50%. Ça, c'est une image qui montre qu'en ce moment, il y a, disons, une explosion des applications mobiles, des services en ligne pour la santé mentale. Récemment, Stephen Hayes, qui se présente comme le premier VC, Venture Capitalist, le premier investisseur privé uniquement spécialisé dans les startups en santé mentale, a réalisé cette cartographie qui n'est pas complète, mais qui est déjà pas mal, de startups. En fait, il en a trouvé plus de 700. Puis là, il en a mis un certain nombre de startups ou services en ligne qui s'adressent à la santé mentale. Je dis startups ou services en ligne, mais ça recouvre ici tout un tas de choses, des services qui sont issus de recherche universitaire, des startups,
classiques. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses, mais c'est pour montrer qu'il y a un écosystème en émergence important dans le domaine. Avec un certain nombre de collègues, on partage la conviction que pour qu'une application mobile en santé mentale réussisse, elle doit respecter 4 critères. 1, un critère de validation scientifique. 2, un critère de qualité d'expérience utilisateur. Donc là, j'ai mis design en parenthèse parce que ceci dépend beaucoup du design. 3, des critères de confidentialité, de cybersécurité, donc des enjeux d'éthique. Et 4, on l'a évoqué, un modèle d'affaires, une pérennisation, appelons ça le marché au sens très large. Le mot marché au Québec n'a pas du tout la même connotation très négative qu'il a parfois en France, mais c'est-à-dire le fait qu'il y a une clientèle, des patients, on les appelle comme on veut, une patientèle, des gens qui ont des besoins, et qu'il faut pouvoir créer un service qui a une pérennité, qu'elle soit que ce soit financé sur fonds publics ou fonds privés, mais il faut que ça puisse vivre économiquement d'une manière ou d'une autre. Donc, si on ne prend pas en compte ces 4 critères, il y a forcément quelque chose qui va moins bien fonctionner et qui va impacter l'efficacité du service en question parce qu'il y aura moins de personnes qui l'utilisent. Si on voit par exemple les applications du marché existantes, j'en ai mis ici quelques-unes, sont très justement orientées business. Elles sont peu validées par la science. Elles sont peu éthiques, ou du moins elles donnent peu de preuves de leur approche éthique. Donc là, les 4 critères, science, design, éthique, marché, vous voyez, c'est surtout les aspects design et de marché qui sont plutôt forts dans ces applications-là, parce qu'il y a beaucoup de financement privé, puis ils mettent l'accent là-dessus. Mais on voit que sur l'aspect scientifique ou éthique, ça laisse à désirer. Je donne un exemple aussi pour bien comprendre. Par exemple, les applications Talkspace, créées à New York, qui revendiquent 1 million d'utilisateurs, ou BetterHelp, son concurrent, ce sont des applications qui proposent des séances en ligne par message, mais aussi en vidéoconsultation. Et chaque fois que vous vous connectez à ces applications, elles partagent automatiquement, sans vous le dire, à Facebook, tout un tas de méta-informations sur l'heure de la journée à laquelle vous avez votre séance, la durée de cette séance, l'endroit où vous êtes lorsque vous avez cette séance. Et ça pose quand même de sérieuses questions. À l'inverse, les applications que les chercheurs cliniciens essaient de développer, parce qu'il en existe un certain nombre, elles sont fortes sur d'autres choses. Elles sont fortes sur l'aspect scientifique, ça va de soi, sur l'aspect éthique, là où justement les applications du marché sont plutôt faibles habituellement. Mais sur la partie design et pérennité économique, elles sont très... Enfin, il y a beaucoup de progrès à faire. Alors, c'est intéressant. Les plus solides parmi celles qui viennent des chercheurs sont en intelligence artificielle, mais elles exploitent des données intimes massives. Alors, on peut se demander au niveau éthique ce qui se passe, bien que l'aspect scientifique soit important, comme par exemple Mindstrong. Alors, notre approche dans ce projet, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est recourir au design, qui est quelque chose de sous-utilisé en santé mentale. On sait que le design a la capacité d'humaniser la santé mentale, numérique en particulier. Le design va se placer au milieu entre la clinique et l'informatique, c'est-à-dire entre le soin chaud, comme dit Anne-Marie Moll, et la technologie froide, entre la clinique et l'ingénierie. Il y a de la place pour une discipline médiatrice et créatrice, et c'est justement le design en tant qu'il va porter la voix de l'utilisateur, donc de l'humain. Design empathique, parce que on va intégrer les besoins réels des gens dans la conception par le co-design. Design centré utilisateur, parce qu'on va pouvoir garantir la meilleure expérience possible. Et grâce à cela, on espère augmenter l'adoption d'un service numérique de santé mentale et donc l'efficacité. C'est comme si, imaginez en ce moment, on découvre un vaccin pour le coronavirus, il y a très peu de gens qui s'en servent, adoption, qui l'adoptent. Il aura peu d'efficacité sur la population générale. L'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour dire que l'adoption, c'est un enjeu. C'est pas un enjeu d'abord commercial comme dans beaucoup d'autres startups numériques, c'est d'abord un enjeu d'impact sur la population. Donc notre but à nous, ce serait d'intégrer les 4 critères évoqués précédemment au plus haut niveau, de viser justement une validation scientifique et une validation éthique par une validation créative, par du design, pour augmenter la pérennisation et avoir un impact de viabilité sur
voilà, une grande partie de la population. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on parle ici d'un service numérique de santé sur un smartphone, ce qui peut sembler étrange. Mais ce n'est pas une appli de plus, c'est réellement un service de santé. Avec comme point d'entrée, comme on dit en bon québécois, le clavardage, hein, donc c'est-à-dire le chat, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est le clinicien, la clinicienne qui va décider de la meilleure solution à apporter, soit continuer à bavarder en ligne, soit passer à un rendez-vous en face à face, ou un rendez-vous en vidéoconsultation, ou se référer à un autre clinicien. Et on est conforté dans cette approche par le fait, au Québec, mais je pense que les chiffres sont assez cohérents et convergents dans d'autres pays, on est conforté par le fait que 73% des adultes québécois ont un smartphone et 75% des troubles mentaux émergent, on le sait, avant 22 ans. Donc, c'est intéressant parce qu'évidemment, les personnes qui ont 22 ans sont en général très équipées. Alors, j'avance. Donc, ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est que l'application, là, on voit des captures d'écran de la petite vidéo que je voulais vous diffuser. C'est que l'application peut très très bien, en fait, soit, comment dire, soit proposer voilà, de rester sur le chat, comme on le voit dans la ligne du haut, soit de passer à une prise de rendez-vous en face à face. Donc, on n'est pas du tout dans un projet où on voudrait absolument tout déporter en ligne. Ce n'est pas du tout l'idée. Au contraire, on croit beaucoup dans ce projet au caractère irremplaçable du face-à-face pour la clinique. D'ailleurs, en ce moment, le confinement nous le rappelle. C'est simplement de dire, mais qu'est-ce que le numérique peut faire pour l'accès aux soins, et y compris pour le face-à-face, pour améliorer l'accès au face-à-face, parce que c'est difficile d'accéder à un psychiatre ou un psychologue ou un clinicien, parce qu'il y a de nombreuses files d'attente, parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Je continue. Donc voilà, l'idée c'est de mettre en lien direct avec un clinicien, sans intermédiaire. On n'a pas envie, lorsqu'on va mal, de dialoguer avec un robot conversationnel. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dialogue? On n'a pas envie d'être confronté à un agent de triage, comme on dit, à un être humain qui va nous diriger, nous orienter. On n'a même pas envie peut-être d'être en lien avec un infirmier, une infirmière. On veut être tout de suite en lien avec un clinicien, avec une clinicienne. Parce que les humains ont besoin de relations directes, surtout quand on est en détresse. Et ça, les réseaux sociaux, le succès des réseaux sociaux le montre bien parce qu'ils sont sociaux, précisément. Voilà, alors il y a tout un tas d'enjeux dans ce projet, comme le clavardage. Est-ce que le clavardage, c'est une nouvelle forme d'acte clinique? Peut-être certains d'entre vous pourraient être choqués par ça, mais pourtant, on sait que ça se pratique déjà par SMS. Les psys et les patients échangent déjà des SMS, c'est déjà du clavardage. Mais ça se mélange à leur SMS perso, privé, donc il y a besoin de solutions professionnelles. Donc il y a tout un tas d'enjeux ici, quelle est la pérennité de ça, quelle peut être la durée de ça dans le temps hebdomadaire d'un clinicien. Il y a un cadre à inventer avec les cliniciens par du co-design, et on ne peut pas savoir avant que ce projet soit abouti, ce qu'on trouvera et ce qu'on arrivera à inventer. J'ai ajouté que dans le contexte de la Covid-19, ça prend un relève particulier parce qu'on imagine qu'en ce moment, ça pourrait avoir beaucoup de sens. Enfin, il y a aussi une approche informatique avec une approche de génie logiciel respectueux de l'utilisateur. On peut aujourd'hui en informatique garantir formellement que les choix de l'utilisateur sont respectés par rapport aux défis de la vie privée, de la confidentialité. Il y a des approches que je laisserai mon collègue Sébastien Mosser, qui est peut-être pas avec nous aujourd'hui, développer un jour, plus tard, auprès de vous, l'analyse statique du code source, par exemple. Et Sébastien Mosser est co-chercheur dans ce projet, donc pourrait mieux parler de cet aspect-là. Et enfin, voilà, notre idée, c'est d'avoir une approche agile, de développer sur 18 mois 3 versions de l'application, V1, V2, V3, à travers 3 cycles qui enchaînent à chaque fois du co-design, avec des cliniciens, des patients, des proches aidants, etc., des acteurs du système de santé, puis du design, on prototype l'application, puis de l'informatique, on la développe tout de suite, puis ça donne une V1, puis on repart en co-design, puis s'il faut casser 40% de la V1, ben on va le casser, puis on va le refaire, puis la V2, puis la V3. Ça nous permettra à la fin du projet de faire des essais cliniques, puis de voir l'efficacité de cette application et de faire tout un ensemble de validation. Voilà, je vais arrêter là parce que je prends trop de temps.
je voulais parler des retombées pour finir, mais en gros, c'est les retombées en termes sanitaires et sociaux. Je vais plutôt vous laisser réagir via vos questions, si vous en avez. D'ailleurs, on peut aussi prendre un peu la parole, ça peut être plus sympathique. Si vous avez une question, que vous voulez la formuler oralement, vous pouvez peut-être juste écrire « question » dans la fenêtre de conversation, puis activer votre micro quand je vous donne la parole. Oui, Judith, merci. Je vois que tu dois partir, à bientôt. Donc, si vous avez des questions, on peut fonctionner ainsi. Alors, j'en vois quand même déjà qui sont formulées. Comme je vais pouvoir peut-être répondre tout de suite. Alors, Margot nous dit, quand vous dites que 50% des personnes atteintes ne sont pas traitées, est-ce que les soins de santé sont perçus comme l'unique moyen de soin de la dépression et de l'anxiété? Est-ce que vous avez pu avoir des retours des cliniciens sur cette approche? Alors, pour la première question, est-ce que les soins de santé sont l'unique moyen de traiter la dépression et l'anxiété? Ça dépend ce qu'on appelle traiter. Si on parle de traiter au sens du soin précisément, j'aurais tendance à vous dire oui, mais si on parle de traiter au sens apporter un soulagement, apporter un soutien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites et doivent être faites. On sait par exemple que se promener au moins 2 heures par semaine dans un cadre naturel, la nature, la verdure, etc., fait du bien. On sait que le sport est préventif de la rechute dépressive, par exemple. Donc bien sûr qu'il n'y a pas que les soins à proprement parler. Mais quand j'en parlais de 50% des personnes atteintes non traitées, on parlait de ça, 50% des personnes qui ne reçoivent pas des soins, hein, que ce soit une psychothérapie ou autre chose. Donc, peut-être qu'ils reçoivent d'autres choses, peut-être qu'ils font d'autres choses, c'est certain, mais ça fait quand même 150 millions de personnes dans le monde, c'est important. Et Margot me demande aussi, est-ce que vous avez pu avoir des retours des cliniciens sur cette approche? Alors oui, et peut-être d'ailleurs que Fabrice Lotz, s'il est toujours en ligne, pourrait témoigner, parce que Fabrice, je l'ai évoqué tout à l'heure, fait partie des 2 cliniciens qui ont collaboré avec moi sur la première version de ce projet en France et qui justement a pu aussi se faire une idée en tant que clinicien de ce type de service. Je ne sais pas si tu m'entends, Fabrice, si c'est le cas, n'hésite pas à prendre la parole. Oui, Oui, je suis là. ouais, je t'en prie. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, prendre la parole sur l'aspect, sur quel aspect précisément? La question, c'est est-ce que vous avez pu avoir des retours des cliniciens sur cette approche? Donc, ce serait plus une question un peu générale, mais bon, tu réponds comme tu peux, comme tu veux, mais sur, en gros, en tant que clinicien, ce type d'approche, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question, mais je suspecte peut-être que la question veut dire… je ne sais pas ce qu'elle veut dire, je te laisse y répondre. Ouais. L'articulation entre l'application elle-même qui est en construction et la clinique, c'est l'articulation elle-même qui est à la base du travail qu'on fait depuis le début. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'articuler justement l'élaboration d'une application avec l'aide des outils du design pour aboutir à une situation clinique? C'est la question qui, je crois, nous fait travailler depuis le départ. Et cette articulation, pour que ça puisse se faire, pour qu'il y ait véritablement un lien entre design et clinique, elle doit passer par toutes les étapes que tu as très bien décrites et qui sont en cours d'élaboration. Donc, on ne peut pas valider avant la question de savoir si le clinicien en tant que clinicien peut valider cet appui, puisque c'est une question qui se pose au moment même de l'élaboration. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et c'est notre objectif en tout cas de faire que ce soit un instrument clinique, je crois, un instrument qui permette d'aller vers une facilitation de l'accès à la clinique. Voilà. Donc le fait de travailler dès l'amont entre designers dans des ateliers de co-design, entre designers, psychanalystes, psychologues, psychiatres, médecins, permet justement de garder toujours à l'esprit ce que tu appelles aussi certainement l'éthique et le scientifique, permet de toujours garder à l'esprit que la clinique doit rester au cœur du soin, du care, de l'attention portée à l'autre, et que c'est en amont, c'est en aval, c'est tout au long du travail de l'application, me semble-t-il.
Super, merci Fabrice. Je précise qu'on te voit pas parce que ta vidéo est coupée. C'est peut-être un choix, il n'y a aucun problème. C'était juste pour te le signaler au cas où. Mais en tout cas, on t'a très bien entendu et je te remercie pour ces éléments de réponse. Je reprends aussi le fil de la fenêtre de conversation. Sonia demande, avez-vous déjà des patients au sein de votre équipe pour tester? Pas encore, mais en revanche, ce qui a été fait, c'est de se connecter via les collègues du projet aux bons organismes de patients pour pouvoir en avoir. Donc maintenant, notre équipe elle est connectée à des organismes de patients, des patients notamment en rétablissement, parce que quand les personnes sont en pleine crise dépressive ou anxieuse, on peut difficilement collaborer avec elles. Et donc, nous avons maintenant un ensemble d'organismes autour de nous pour pouvoir le faire. Donc, on sait que du moment où notre financement va arriver, on va pouvoir impliquer des patients dans nos autres ateliers de co-design, en plus des cliniciens comme Fabrice qui a déjà participé un petit peu dans la phase française du projet. Je vois aussi une question de Eric. Quelle valeur ajoutée par rapport à une séance par téléphone telle que les pratiquent certains thérapeutes? Eric, est-ce que la question c'est la valeur ajoutée d'une séance en ligne? C'est ça? Si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole pour préciser la question. Sinon, je répondrai telle que je la comprends. Je ne sais pas si vous parlez, Eric, mais on ne vous entend pas. En tout cas, moi, je ne vous entends pas. Je vais répondre alors. En fait, si vous voulez dire quelle est la valeur ajoutée d'une séance en ligne par rapport à une séance par téléphone, ça, je ne sais pas si je suis vraiment habilité à y répondre. Je pense que peut-être les cliniciens qui sont présents ici pourraient le faire. Peut-être que Fabrice voudra en reparler. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que le projet n'est pas axé sur proposer de la thérapie en ligne. C'est une option. Le projet, ce qu'il propose, c'est un point de contact avec les cliniciens. Et il faut inventer la manière d'organiser ce point de contact. Mais ensuite, c'est les cliniciens qui vont décider, est-ce qu'on passe par téléphone? Ce projet-là inclut pleinement la possibilité de faire des séances par téléphone. Est-ce que le clinicien va dire, bon, bah là, au vu de la situation que je lis, je vais continuer à chatter un peu avec cette personne, ou je vais l'appeler, ou lui proposer qu'on s'appelle, ou de la rencontrer? Le projet va proposer cette gamme de possibilités. Après, c'est les cliniciens qui sauront mieux y répondre. Je ne sais pas si, Fabrice, tu veux réagir à nouveau, en peut-être tentant d'apporter un complément. Oui, simplement très rapidement, pour pointer le mot valeur ajoutée. Je ne suis pas sûr que le mot valeur ajoutée soit le mot le plus pertinent. La valeur ajoutée, elle n'est pas forcément dans la relation clinique. Elle est dans ce qui va permettre à cette relation clinique de s'établir ou ce qui va accompagner le travail. C'est-à-dire que on ne peut pas chercher dans l'application elle-même et dans le travail fait une valeur ajoutée au niveau du soin de la clinique. Mais comment faire pour articuler, comme je le disais tout à l'heure, pour articuler cette clinique à des outils qui permettent d'y accéder? C'est, me semble-t-il, la question principale. Donc la valeur ajoutée, elle est dans ce que tu disais très bien, comment faire pour que des gens qui n'ont pas accès aux soins peuvent y avoir accès? Comment faire pour que la relation clinique elle-même soit accompagnée par des outils qui permettent de la fluidifier ou de la faciliter? Mais je ne crois pas qu'en aucun cas, ou alors ça sera peut-être une très bonne surprise, mais là il faut rester ouvert à la surprise de ce qui peut se passer. Mais en tout cas, l'idée n'est pas de rajouter une valeur à la clinique elle-même, je crois. Merci. On gardera un temps aussi pour des réactions spontanées en audio, on pourra faire l'essai, voir ce que ça donne. Je vais continuer de répondre aux questions. On a atteint à peu près le temps que j'avais annoncé, mais moi j'avais prévu large jusqu'à 15h si jamais certaines personnes veulent rester. Là, je vois que vous êtes toujours 64 parmi nous, donc grand merci d'être là. La question suivante, c'est Julio qui demande comment les cliniciens pourront y avoir accès. Sera-t-elle gratuite? Y aura-t-il du soutien technique pour les utilisateurs? Alors, je n'ai pas encore les réponses à ces questions parce que c'est le projet qui va déterminer les réponses à ces questions en co-déterminant les réponses à ces questions avec les acteurs du projet, si j'espère être clair.
c'est-à-dire avec les cliniciens. Comment les cliniciens pourront y avoir accès? On va demander aux cliniciens de nous dire comment ils aimeraient y avoir accès dans les ateliers de co-design. Est-ce qu'elle sera gratuite? On va demander aux cliniciens et aux patients et aux proches aidants et aux acteurs du système de santé, etc. Est-ce que ce serait une espèce d'incontournable qu'elle doit être gratuite? Peut-être. Si on doit aller vers la gratuité totale absolue, eh bien, on va chercher des modèles économiques différents, par exemple un soutien gouvernemental. Ou s'il y a des formes, je ne sais pas moi, est-ce que le clavardage, si ça devient un acte clinique, est-ce qu'il ne faut pas le rémunérer? Est-ce qu'un clinicien, un psychologue, psychothérapeute, un psychiatre, ce que vous voulez, est-ce qu'un clinicien peut passer tout son temps, toute sa journée, toute sa nuit à répondre à des messages de chat? Je pense que non. Donc, il va bien falloir trouver un cadre, c'est-à-dire quelque chose qui précisément donne des limites, mais aussi un cadre peut-être financier. Mais ça peut être pris en charge. Qui va le prendre en charge? Je ne sais pas. Peut-être qu'un service de santé public va estimer que ça vaut terriblement le coup de financer un tel service. Nous, on va montrer que c'est possible de faire un tel service. Puis on va essayer de bien le faire. Je réponds ensuite à la question d'Isis. Isis, bonjour à toi. Isis est l'une des étudiantes qui ont contribué au projet Psydia en France, à l'Université de Nîmes. Je te remercie d'être parmi nous. Y a-t-il des données sur les causes des dépressions? Alors là, on entre dans des sujets cliniques auxquels je vais avoir du mal à répondre avec détail. En tout cas, bien sûr qu'on peut trouver ces données. Peut-on vraiment savoir pourquoi ces personnes n'ont pas accès aux soins sans savoir quelle est la cause de la dépression? Alors, les données sur les causes des dépressions, je pense que je vais renvoyer à des ressources en ligne. Si certains d'entre vous ont des liens pertinents, n'hésitez pas à les mettre sur la fenêtre de conversation. Je sais qu'en tout cas, sur les sites gouvernementaux du Québec, il y a des pages très détaillées sur chaque pathologie et trouble mental qui peut être pertinent. Mais peut-être je vais redemander à des cliniciens, alors c'est pas obligé que ce soit de nouveau Fabrice, mais c'est bienvenu si Fabrice est disponible pour encore répondre à ces questions-là. Mais je vois que Yann Leroux est également en ligne. Je ne connais pas non plus le statut professionnel de toutes les personnes en ligne, mais je les invite à ne pas hésiter à prendre la parole. Peut-être que Yann voudrait répondre à la question suivante. Peut-on vraiment savoir pourquoi ces personnes n'ont pas accès aux soins sans savoir quelle est la cause de la dépression? Je ne sais pas si je comprends bien la question, mais je ne suis pas sûr que ce soit lié. Le fait de ne pas avoir accès aux soins et de faire une dépression, j'ai envie de dire, peu importe la cause de cette dépression, il y a un enjeu maintenant de traitement et donc d'accès aux soins pour aller vers le traitement. J'invite toute personne ayant une activité clinique et présente en ce moment même à ne pas hésiter à prendre la parole pour compléter mes remarques. Bon. Aline pose la question suivante. Toute la phase de recherche qui est menée à ce concept d'application mobile est-elle consultable? Non, pas pour l'instant, mais nous travaillons sur des publications d'articles scientifiques, mais qui seront en libre accès, qui vont préciser le processus de travail, mais simplement on a toujours un temps de retard dans les publications. Là, on est en train d'écrire, de préparer des papiers qui portent sur la phase française du projet de 2016-2018. Et la phase en cours, c'est difficile de la documenter en même temps. En général, on a besoin d'un temps de recul. Question suivante. Bir demande, l'outil reste local, si je comprends bien, car sinon, il n'y a pas de contact hybride, virtuel ou physique. À partir de là, comment pensez-vous arriver au scaling de l'outil, à la mise à l'échelle, passage à l'échelle? J'ai présenté dans mon scénario d'usage un cas où la personne qui se connecte à l'appli a été mise en lien automatiquement avec un clinicien de sa ville. Ça m'aidait à faire comprendre le scénario d'usage. C'est ce que tu veux dire par local. Mais c'est juste un scénario d'usage pour nous faire réfléchir au projet. Dans les ateliers de co-design, on va déterminer aussi ces cas de figure. On n'est pas obligé de contraindre à être en dialogue avec un clinicien de sa ville. On peut parfaitement, et c'est tout l'intérêt de pouvoir passer à l'échelle, comme tu dis, et d'atteindre un grand nombre. Moi, j'envisage tout à fait qu'on puisse proposer du suivi à distance quand la rencontre face à face n'est pas possible. En ce moment, c'est assez d'actualité. Je réponds un peu plus vite à vos questions parce que j'en vois de plus en plus.
Je remercie les personnes qui nous quittent et qui nous le signalent. Avez-vous eu un retour, Clémence demande, des institutions représentant les cliniciens, par exemple un ordre, lors de votre projet en France et dans ce nouveau projet au Québec? Non, pas encore, mais ça fait partie des personnes, c'est une bonne remarque, qui méritent d'être associées au projet dans certaines phases de co-design. Parce qu'évidemment, comme on le sait aujourd'hui, les travaux sur l'innovation responsable en santé, par exemple les travaux de Pascal Lehoux à l'Université de Montréal, qui est collaboratrice de ce projet, montrent très bien qu'on ne peut pas aller vers une innovation responsable en santé sans travailler avec les acteurs des systèmes de santé. Les ordres professionnels ne sont pas exactement des instances des systèmes de santé, mais contribuent quand même à son organisation. Donc, ce seraient des acteurs à associer. Je vois que Julien demande qui sont les utilisateurs des applications. Je ne sais pas. Est-ce uniquement les personnes atteintes de troubles mentaux? Je ne sais pas, peut-être pas, parce que ça peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, les proches aidants, les personnes qui vivent avec des personnes en souffrance. Et puis les personnes en souffrance, ça n'existe pas, hein. C'est une personne en souffrance, elle est une personne dépressive, elle est dépressive à un moment donné, et puis l'année suivante, elle ne l'est plus, puis peut-être qu'elle ne le sera plus jamais dans sa vie, ou peut-être qu'elle le redeviendra. Donc, la dépression est tellement répandue que c'est potentiellement nous tous qui pouvons être ces personnes-là. Ou bien les personnes en bonne santé mentale peuvent en bénéficier pour venir en aide à des personnes qui sont justement atteintes. Bah oui, c'est ce cas de figure-là, Julien, qu'on évoquait, en effet. Question de Clémence. Peut-on imaginer les outils d'accompagnement comme un mode d'attente de l'interaction avec le clinicien? Autrement dit, si Patrice cherche à contacter un psychologue ou une psychologue et que celle-ci n'est pas disponible de suite, Mentalis pourrait proposer des tips, donc comment bien traduire ça, des petits trucs pour soulager l'anxiété lors de l'attente de la mise en communication. Je pense à la musicothérapie, des sites d'accompagnement, etc. Oui, alors l'idée est intéressante, mais j'aurais un peu de difficulté avec cette idée dans le sens où l'objectif du projet, c'est de trouver un moyen de penser le fonctionnement de ce service pour qu'il n'y ait pas d'attente ou qu'il soit très réduit. Parce qu'on ne contacte pas forcément un ou une clinicienne en particulier avec ce service. C'est possible. Je pense que ça peut être intéressant de le maintenir possible. Si j'ai identifié via ce service un clinicien, puis je veux m'adresser à lui ou à elle spécifiquement, il faudrait que le service puisse le faire, un peu comme dans les annuaires. Mais on peut aussi imaginer que, là encore une fois, j'imagine, je ne veux pas faire les ateliers de co-design avant qu'ils aient lieu, mais on peut imaginer que je suis en souffrance, peu importe la raison, je vais sur l'appli Mentalis, je poste un message. La question, c'est à qui je le poste. Soit je le poste à quelqu'un, soit je le poste. Et puis, il y a quelqu'un qui va me répondre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que s'il y a un effet de masse, s'il y a beaucoup de cliniciens qui arrivent à fonctionner avec ce service, l'idéal, ce serait d'avoir une réponse en 1 heure. Moi, c'est ça l'objectif que je me donne, une réponse en 1 heure. Donc, créer d'autres services pour gérer l'attente sur ce service, moi, mon souhait, ce serait qu'on trouve un moyen de faire qu'il n'y ait pas d'attente, ou en tout cas réduite à très peu. Là aussi, c'est assez risqué comme projet, on ne sait pas si ça va réussir, mais avec des ateliers de co-design, on aura des réponses, qu'elles soient positives ou moins concluantes. En tout cas, on va chercher à le déterminer si c'est possible. Voilà, je crois que je suis arrivé un petit peu au bout de vos questions telles qu'elles étaient posées sur la fenêtre de conversation. Je vois d'autres commentaires qui sont moins des questions. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient profiter de l'occasion unique que nous avons d'être toutes et tous connectés pour prendre la parole sur le sujet de votre choix, mais d'avoir des réactions spontanées à tout ce que vous venez d'entendre? Ça a été un peu long, je m'en excuse. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, si c'est le cas, vous pouvez tenter d'activer votre micro ou de faire un petit signe dans la fenêtre de chat. Si vous êtes suffisamment épuisé par la communication par écran, ce que je comprends, on va conclure, mais je ne voudrais pas non plus conclure sans vous laisser cette opportunité. Alors, je bois un petit coup, je vous laisse réfléchir s'il y a une personne ou deux qui veut intervenir.
Ça va? On demande, Elodie, est-ce que ce webinaire a été enregistré pour l'envoyer à un ami? Oui, il est enregistré. Pardon, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser parce que vous pouvez couper votre micro et votre... J'aurais dû absolument vous faire cette annonce, elle est là dans mes notes. Je devais absolument vous le dire au début. C'est-à-dire que j'enregistre le séminaire en vidéo et puis si vous ne voulez pas apparaître, il faut couper votre micro et votre caméra. Comme je ne vous l'ai pas dit avant, c'est raté. Donc peut-être pour cette raison-là, je ne pourrais pas le diffuser. Mais en tout cas, c'est certain que je comprends votre intérêt à le diffuser à d'autres personnes. Vous pouvez m'écrire pour me dire à qui vous souhaiteriez partager ce contenu et on pourrait trouver une solution de cette manière si des personnes sont intéressées. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Ça va? Ouais, merci. Je vois des pouces levés sur les écrans. Alors dans ce cas, ok, merci. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes toujours 44, donc c'était un grand plaisir de pouvoir tenir ce webinaire. On n'aura pas fait d'inauguration dans les lieux de l'UQAM aujourd'hui pour la chaire Diamant, mais on aura eu un taux de participation à ce webinaire intéressant. Pour moi, c'est vraiment stimulant de voir des designers, des cliniciens participer à une même conversation. C'est assez rare à ma connaissance. Alors, c'est très réjouissant de voir qu'il y a une petite communauté non négligeable qui s'intéresse à ces enjeux. Merci beaucoup. Je vais couper la visioconférence. Ça va fermer la visioconférence pour tout le monde d'un coup. C'est une dimension un peu brutale. C'est pour ça que je préfère vous l'annoncer puisqu'on parle de soins et de relations. Et puis, n'hésitez pas à me contacter ou contacter la chaire. Au plaisir de vous retrouver. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, diamant_UQAM. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, diamant_UQAM. Et nous préparons la sortie de notre site web, diamant.uqam.ca, dans les jours à venir. Donc, merci. Je vois que Louise est en train de mettre justement l'identifiant Twitter et le lien vers notre site web qui pour l'instant n'est pas encore ouvert, mais ça ne saurait tarder. N'hésitez pas à m'écrire, à nous écrire si vous voulez poursuivre cette conversation et nous organiserons d'autres séminaires, 2 par saison, en présentiel, en face à face, j'allais dire dans le vrai monde, j'aime pas dire ça, mais vous m'aurez compris, bientôt. Et nous continuerons de les retransmettre en visioconférence. Donc, même si vous n'êtes pas à Montréal avec nous, vous pourrez continuer de suivre nos séminaires à distance. Merci à tous et je vais maintenant fermer la visioconférence. Bye bye, ça a été un plaisir.